sourire, même lorsque l'on a envie de pleurer. Hier soir, Manuel Valls a raté son rendez-vous avec l'histoire. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique. Et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Rassemblés de gauche qui s'affrontent depuis des mois. Un épineux défi pour un frondeur, métamorphosé en patron après sa large victoire à la primaire, près de 59% des voix. Ce soir, la gauche relève la tête, elle se tourne vers le futur et elle veut gagner. Illusion d'optique ou vrai sursaut? Le Parti socialiste que l'on disait mort bouge-t-il encore? Prise en tenaille entre la gauche libérale d'Emmanuel Macron et la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes l'exact inverse de cela. Le PS joue en tout cas sa survie dans un contexte de déchirement sans précédent depuis 1971. Cette année-là, à Épinay, au congrès qui réunifie la famille socialiste, François Mitterrand appelle à l'union de la gauche, condition indispensable pour conquérir le pouvoir. Nous sommes solidaires, tous, et nous devrons le rester, quitte à régler au sein du parti les tendances et les choix nécessaires. 45 ans plus tard, la gauche s'est émiettée. Alors peut-elle encore se rassembler sur un projet pour gagner, gouverner? Ou préférera-t-elle la pureté idéologique et le confort de l'opposition? On va évoquer ces questions épineuses avec vous trois. Marcel Gauchet, bonsoir. Vous êtes historien et philosophe. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Le Débat, édité par les éditions Gallimard. Et votre livre, L'avènement de la démocratie, le 4e tome, d'une certaine manière, Le Nouveau Monde, est paru il y a quelques jours aux mêmes éditions Gallimard. Vous dites joliment, Marcel Gauchet, j'ai la faiblesse de rester socialiste. Non seulement je ne renie pas le mot, mais je suis partisan d'en raviver le sens. On va voir comment avec vous dans un instant. À côté de vous, on essayera. Anne Rosencher, bonsoir. Vous êtes directrice déléguée de la rédaction de l'Express. Pour vous, la gauche n'aura pas trop de 5 ans d'opposition. Aïe, pour se reconstruire un avenir. Quand elle est en campagne, elle s'obstine à faire des promesses qu'elle ne tient pas. Et enfin, Laurent Geoffrin, bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction du quotidien Libération. Selon vous, Laurent Geoffrin, on disait le PS mort, il bouge encore et ses chances de survie s'accroissent. Le seul impératif, c'est de rassembler ce qui paraît de prime abord inconciliable. Et irréconciliable, peut-être même. Voilà, alors on va démarrer avec une question. Nadia. Oui, une question assez amusante. C'est un téléspectateur qui nous demande si des électeurs de droite se sont déplacés dans les bureaux de vote d'hier pour participer à la primaire. Anne Rosencher, on avait beaucoup parlé des électeurs de gauche qui avaient voté à la primaire de la droite. Est-ce qu'il y a une petite réciproque? Je ne crois pas énormément. En revanche, ce qui est très inquiétant, c'est que j'avais lu des calculs comme quoi il y avait plus d'électeurs de gauche qui, en absolu, en tout cas du PS, qui s'étaient déplacés pour la primaire de la droite que pour la primaire de la Belle Alliance. Ce qui veut dire à quel point quand même il y a eu une dégradation du socle électoral de la gauche ces dernières années. Claude. Ça nous amène à ce chiffre du jour, justement. Le chiffre tout rond, 2 comme 2 millions, le nombre d'électeurs qui sont allés hier voter au deuxième tour de la primaire des gauches. C'est moins qu'en 2011, c'est 2 fois moins à peu près que le nombre d'électeurs qui sont allés choisir, départager François Fillon et Alain Juppé. Pourtant, c'est quand même une somme, une masse. Question à vous, Laurent Geoffrin. En gros, 2 millions d'électeurs pour la primaire de gauche face à 4 millions d'électeurs environ pour la primaire de droite. Est-ce que ça établit le rapport de force entre la gauche engagée et la droite affirmée dans ce pays? On ne le sait pas encore. A priori, oui. Normalement, la droite devrait gagner facilement cette élection présidentielle. C'est l'hypothèse centrale. Mais toutes les hypothèses centrales qu'on a faites depuis 1 an maintenant sur les primaires diverses et variées, sur les sondages, sur les candidats, tout a été... En France et ailleurs, d'ailleurs. Tout a été bouleversé, quoi. Pour vous, 2 millions de personnes... Non, regardez, on dit... Est-ce que 2 millions de personnes, est-ce que c'est important? Ça veut dire que 2 millions de personnes ont pris à cœur de porter le destin de la famille socialiste? Oui, quand même, c'est des gens qui se sont déplacés. C'est pas grand-chose, hein, mais c'est plus simple de répondre à des sondages que d'aller voter. Donc, Hamon, il va dire, attendez, Macron, il a 20% dans les sondages. Moi, j'ai 2 millions de personnes. Il y a un sondage qui vient d'être fait où il était à 15%. Pas beaucoup, hein, 15%, c'est plutôt l'étiage le plus bas pour les socialistes. Mais avant, il était à 7%. Donc, il est monté à 15% tout d'un coup. Peut-être qu'il va redescendre, j'en sais rien. Mais ça existe encore. Oui. C'est comme Mark Twain. À mon avis, le PS peut dire « Les nouvelles de ma mort sont très exagérées ». Marcel Gauchet, vous souriez lorsqu'on évoquait cette problématique des sondages, des suffrages, donc de la légitimité et de la volatilité de cet électorat.
comment ne pas, comme tout le monde, rire de ses propres erreurs par rapport aux anticipations qu'on avait l'impression de faire sur des bases un peu rationnelles. C'est une des données complètement nouvelle du monde électoral occidental, c'est que manifestement, la motivation des électeurs répond aujourd'hui à un autre ordre de considération. Alors, on cherche à le cerner, l'influence des réseaux numériques qui exercent une grande importance, des motivations alors, plus classiquement psychologiques, une espèce de colère, de désir de rupture, de renverser la table, comme on dit, qui se manifeste un peu partout. Toujours est-il qu'à l'arrivée, on est devant une espèce d'imprévisibilité. Moi, j'y ajouterais un facteur supplémentaire. On a l'impression que les électeurs se déplacent de moins en moins sur des enjeux rationnels ou rationalisables et de plus en plus sur des enjeux symboliques. C'est-à-dire, il faut éliminer les sortants Par exemple, éliminer les sortants, mais aussi un effet d'image, une question particulière. Par exemple, dans la campagne, Benoît Hamon a marqué un point décisif avec l'idée du revenu universel. Et là où on voit que c'est tout à fait symbolique, c'est que toutes les objections qui lui étaient adressées sur la faisabilité, le coût, le financement, ne portaient pas du tout. Parce dire... que c'était l'image que véhiculait cette Marcel idée. Gauchet, ce qui veut dire, c'est que paradoxalement, des électeurs se sont emparés de la primaire du parti de gouvernement pour porter une colère qu'on aurait pu croire réservée à Mélenchon, par exemple. Tout à fait. Ça veut dire aussi, à mon avis, que ces gens-là ne veulent pas que la gauche disparaisse. C'est un vote pour dire, peut-être qu'on va perdre les élections, ce qui est infiniment probable, mais on ne veut pas que ça meure. Parce qu'autrement, ils ne seraient pas venus du tout. Ils seraient chez Mélenchon ou ils seraient chez Macron, tous. Or, quand Mélenchon dit entre moi et Macron, il n'y a rien, mais maintenant, il y a quelque chose. Oui. Alors, justement, faites-nous entendre le porte-parole de Mélenchon. Oui, Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Vous allez l'entendre, très en colère, très véhément contre Benoît Hamon, comme si finalement l'existence et l'avènement de Benoît Hamon le menaçaient quelque part. On écoute Alexis Corbière tutoyer le nouveau candidat socialiste. Je le dis, si Benoît Hamon m'écoute, Benoît, ce n'est pas derrière un candidat du Parti Socialiste qu'une majorité va se rassembler. Ce n'est pas possible. Ne sois pas grisé par ce qui s'est passé hier soir. C'est 2 millions de gens, c'est-à-dire seulement 1% du corps électoral. Ce qui monte dans le pays, c'est une colère. Une colère y compris contre le PS. Ouvre les yeux, ne te laisse pas. Le spectacle médiatique ne doit pas amener à ce qu'il croit que tel un nouveau soleil, les planètes tournent autour de lui. Anne-Rose Enchère, la colère dont parle Alexis Corbière, est-ce que le PS est un objet de colère, quel que soit son représentant? Est-ce qu'au fond, Valls ou Hamon, le PS sera toujours rejeté de la même manière, ou ça peut changer selon vous? Je pense que là, de toute façon, les électeurs qui se sont mobilisés pour Hamon, ils vont être satisfaits là, quand même, de la candidature de Hamon. Donc, il y a un certain électorat, celui qui, en effet, là, je suis d'accord tout à fait avec Marcel Gauchet, s'est prononcé sur des raisons symboliques, mais presque aussi affectives, c'est-à-dire de dire, voilà, ce sont les valeurs de gauche, etc. Ils vont avoir l'impression que le PS revient à des valeurs fondamentales. Mais une en pureté vérité, idéologique. Oui, mais en vérité, désormais, le PS, il est tellement scindé qu'il y a une partie de ses sympathisants, on va dire, qui ne se reconnaîtront pas du tout là-dedans. Donc c'est pas la colère d'Alexis Corbière, elle n'est pas mue simplement par un constat idéologique. C'est que visiblement ils ont un petit peu peur éventuellement de se partager le même couloir de course avec Jean-Luc Mélenchon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi je suis pas tout à fait d'accord avec Laurent Geoffrin. Je pense que le PS va mourir. Enfin en tout cas peut-être que ce sera pas dans ces termes-là qui gardera le nom, mais tel qu'on l'a connu depuis Mitterrand, on va dire, il ne peut plus tenir, ça n'est plus possible. Là, il est déjà mort plusieurs fois. Oui, non. En vérité, il avait tenu, ressoudé de façon totalement artificielle par les perspectives de victoire électorale à venir. Là, elles sont quand même très très loin, et je pense qu'il est allé très très bas, et que du coup, la refondation, elle doit être pour maintenant. Sinon, je ne vois pas comment il va s'en sortir. Laurent Geoffrin et après Marcel Gauchet. Vous avez peut-être raison, j'en sais rien, on va voir, mais l'expérience de l'histoire du socialisme français, qui a connu des hauts, très hauts, et des bas extrêmement bas. Le bas le plus bas, c'est 5% présidentiel de 69. Oui, par exemple. C'était pas glorieux. Il y a aussi la guerre d'Algérie, il y avait une déchéance morale quasiment. Et puis il y a eu la guerre aussi, pendant la guerre, avant la guerre, en 40. Yes, là, on est d'accord. Oui, c'est toujours le même courant. Il se réfère toujours à Jaurès, à Blum, etc. Mais le Parti socialiste en tant que tel qu'il avait. C'est pas sûr, parce que c'est un réseau. Le réseau est fatigué, il est vermoulu, mais il était tout aussi fatigué et vermoulu dans les années 60. Il y a eu un hiver, ça a duré longtemps, ça a duré 15 ans pratiquement, où ils étaient dans l'opposition sans rien pouvoir faire. Et puis ils se sont remis d'aplomb. Dans les années 60, il y avait des gens qui disaient comme vous, bon c'est fini, il faut faire
votre parti, ou l'avenir c'est le PC, ou l'avenir c'est le PSU, je ne sais quoi, etc. Et puis cette vieille structure qui est municipale, qui est cantonale, qui est composée d'élus, de militants, de permanents, etc., et puis de gens normaux, quoi, qui sont là parce qu'ils y croient, ça existe quand même, ça survit. Et dès lors qu'il y a une nouvelle idéologie, renouvelée, en tout cas nouvelle, pas complètement, mais renouvelée, que Hamon finit par porter, parce que c'est pas non plus seulement les gens disent c'est une utopie, c'est un rêve. Non, c'est aussi lié au mouvement altermondialiste, qui est un vrai mouvement. Eh ben justement, tiens. C'est un vrai mouvement, le mouvement altermondialiste. On va parler pas de l'altermondialisme, mais de quelqu'un au Royaume-Uni, Jeremy Corbyn. Oui, et on évoque beaucoup la corbynisation de Benoît Hamon. Et c'est rarement dit comme un compliment, mais effectivement du nom du leader du Labour, et même la presse britannique qualifie Benoît Hamon de French Jeremy Corbyn. Et c'est vrai que les deux hommes possèdent un certain nombre de points communs. D'abord, comme Hamon, dans la course au leadership, Jeremy Corbyn était le 3e ou le 4e homme, personne ne l'avait vu venir. Comme Hamon, il a été l'artisan d'une victoire écrasante. Il a été élu à la tête du Labour avec près de 60% des votes, c'était en 2015. Et de la même façon que Benoît Hamon veut rompre avec le social-libéralisme du tandem Valls-Hollande, Jeremy Corbyn, il veut rompre avec le social-libéralisme de Tony Blair et Gordon Brown jusqu'à se faire qualifier de stéréotype du gauchiste nord londonien. Alors sur la forme, il est charismatique, il est végétarien, il se déplace à vélo, il porte pas de cravate. Il dit avoir divorcé de l'une de ses épouses parce qu'elle voulait envoyer ses enfants à l'école privée. Et sur le fond, il veut renationaliser les chemins de fer, il veut augmenter les impôts pour les plus riches, développer les prestations sociales. Et sa première action en tant que leader du Labour, ça a été de participer à une manifestation pour l'accueil des réfugiés. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est que son arrivée à la tête du Labour, ça a suscité l'adhésion de 300 000 militants, ce qui fait du Labour le premier parti socialiste européen, ce qui n'est pas rien. Il est donc largement soutenu par les militants, mais pas par les cadres du parti qui sont nombreux à avoir signé des motions de défiance et même à avoir démissionné. Marcel Gauchet, est-ce que ça en fait quand même une sorte de modèle pour la gauche française, ce Jeremy Corbyn? Un modèle, sûrement pas. Et d'ailleurs, le socialisme français a toujours été dans un sillon assez différent du Labour britannique. Mais la parenté est frappante. Y compris un élément qu'on peut mentionner en plus, c'est que ces 300 000 membres supplémentaires sont très jeunes. C'est vrai. Et dans la campagne de Benoît Hamon, c'est un facteur qui a des jeunes dimension générationnelle. La dimension, de toute façon, c'est une des inconnues de cette élection en général. Il y a des jeunes d'extrême droite, et très significatifs dans le Front National. Il y a une jeunesse diplômée, plutôt intégrée, privilégiée chez Macron. C'est un des éléments de sa force. Mais il y a aussi maintenant une jeunesse diplômée de la gauche. Et précarisée peut-être chez Hamon. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Les bobos précaires. C'est un nouveau concept. Ah ouais. Il y a un peu de mépris là, non? Les bobos précaires. Ah non. Ah bon. C'est un constat sociologique en effet. Mais c'est des gens qui ont des outils intellectuels et une bonne raison sociale de vouloir renverser le vieux monde. C'est pas inintéressant de les voir aller vers le PS. Non, bien entendu. Et dans les deux cas, ce qui est frappant, chez Corbyn et chez Hamon, c'est la priorité à la réaffirmation d'une identité de gauche par rapport au succès électoral. Et au fond, la difficulté de Hamon, maintenant, ça va être d'articuler ces deux dimensions. La dimension identitaire, la vraie gauche, une gauche de gauche, etc. Et la dimension non négligeable de la machine électorale. Et gouvernementale. Et la machine électorale qui, certes, peut s'accommoder de défaites, mais qui, quand même, essaye de limiter la défaite. Le Parti socialiste, aujourd'hui, c'est moins un parti au sens classique avec des militants qu'une fédération d'élus. Et ceux-là, ils pèsent très lourd dans le... Mais la difficulté, ça va être d'articuler la thématique autour de laquelle s'est construit le succès idéologique de Benoît Hamon dans cette primaire avec les intérêts très importants du contrôle. Alors, il y a une solution qui est classique dans le Parti socialiste. Benoît Hamon, écoutez, c'est maintenant la solution. Allez-y. C'est la solution, c'est on accepte la défaite au niveau national et on reconstruit le parti au niveau local. Parce que ce parti a toujours hésité entre la conquête du pouvoir gouvernemental et la gestion de contre-pouvoirs locaux très puissants. Et n'oublions pas un épisode précédent. Quand Ségolène Royal a été candidate en 2007, il est manifeste qu'elle a été lâchée par cet appareil électoral qui a vu
dans sa candidature le danger de tout perdre de ses positions locales. D'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé avec Hollande. Et la leçon pourrait avoir porté, c'est la dimension non avouable de ce qui peut se passer autour de Benoît Hamon. Non, mais juste pour que la gauche, et notamment le PS, ait des raisons d'espérer pour l'avenir, il faudrait simplement qu'ils réussissent à renouer avec l'électorat populaire. C'était quand même à la base. C'est ce que vous dites un peu, vous ne me contredirez pas. Non, d'accord, voilà, ils ont perdu le peuple en route. Le fait que désormais l'électorat populaire, même si les bobos précarisés, je veux bien, moi j'avais pas l'impression qu'il y ait énormément d'électorats populaires qui se soient mobilisés pour la primaire de la Belle Alliance, que ce soit pour Benoît Hamon, pour un autre. Là, pour le coup, je ne lui fais pas ce procès-là à lui particulièrement. Et à partir de ce moment-là, moi je vois simplement monter deux choses. Alors le Front National, je suis pas la seule à le voir, hein, n'est-ce pas, qui est le ni droite ni gauche d'en bas, qui monte depuis très longtemps et qui monte parce que les partis au pouvoir, pour le coup, que ça ait été la droite ou la gauche, se sont appliqués à nier un petit peu certains aspects du réel et lui ont laissé, comme dirait l'autre, le monopole du réel à un moment, en tout cas dans le diagnostic. Et il y a un ni droite ni gauche d'en haut. Et il y a un ni droite ni gauche d'en haut, mais bien sûr, qui s'appelle Emmanuel Macron. Voilà. Alors je voulais vous demander, Marcel Gauchet, parce que j'avais lu dans une interview que vous disiez... Ça, elle fait tout maintenant, elle répond, elle pose des questions. Parce que je trouve ça intéressant, je trouve ça intéressant parce que vous... Marcel Gauchet, vous ne répondez pas à cette question. Je trouvais très intéressant ce qui se passe avec Emmanuel Macron. J'avais lu dans une interview où vous disiez le problème d'enlever la séparation horizontale droite et gauche, c'est que ça fait forcément naître la séparation verticale entre le peuple et les élites. Et que c'est très dangereux, disiez-vous à la fin. Est-ce que c'est à ça qu'on assiste, c'est-à-dire peuple, élite, avec chacun leur héros, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron? C'est un peu la situation qui se dessine. C'est évidemment pas les mêmes peuples. Bon. Tout est là. Bon. Mais en effet, ça va être une des dimensions essentielles, dans tous les cas, de l'élection présidentielle qui vient. C'est la manière dont les masses populaires vont se retrouver à l'intérieur de cette grille qui leur est offerte avec de la dispersion et des cohérences qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on est bien incapable d'anticiper parce qu'on sait une chose, c'est que cet électorat, il est très mobile désormais. Et voilà-t-il même. Alors, revenons un instant sur celui qui a été blackboulé par le boulet du bilan, Manuel Valls. Portrait par Thibault Nolte, droit dans ses bottes. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que le peuple socialiste a choisi son champion, le perdant de la primaire s'est fait doubler à gauche et à droite. Alors, faut-il éconduire Manuel Valls? Manuel Valls, éléphant socialiste depuis le XXe siècle, maire, député, ministre, se rêvait en hybride de Blair et Clémenceau. Terminator du Parti socialiste, social-libéral du futur, démiurge d'une superpuissance uber-mondialisée, d'une république économique laïque. Là, son destin élyséen s'est planté en race campagne socialiste. Le PS n'est plus une autoroute, c'est une départementale truffée de nids de poules, voire un chemin bien carrossable, un sentier de grande randonnée, enfin de petite randonnée. Triomphal aux universités d'été du PS en 2012, Manu est outragé, brisé, martyrisé en 2017. Le Sarko de gauche, celui qui pensait détenir la vision et la vérité, renvoyé à sa ville d'Evry et ses caméras de surveillance. Manu, l'hispano-suisse du Marais, parti vivre dans les banlieues rouges les plus noires au contact des oubliés du drapeau, balayé 2 fois. À gauche par un elfe frondeur avec un revenu universel en bandoulière, à droite par un puceau électoral sans programme ni carte au PS. Ce sont des amis, même si ça n'est pas facile. L'amitié avec d'anciens collaborateurs, d'anciens ministres, mauvais qui plus est, ou même lâches, de petites personnes. Mais j'assume. Son père Xavier avait échappé à l'Espagne franquiste. Manu n'échappera pas à la France dichotomique. Manu n'est pas assez, mais beaucoup trop. Trop raide, trop 49-3, trop bilan, trop tout. Et tout sauf Valls à la fin. Équation à n inconnue et multiplication des divisions. Arithmétique de la défaite. Merci.
Merci Thibault Nolte. Une dernière question, Elphick. À tous les trois, l'un après l'autre rapidement. Dans ce que portait singulièrement Manuel Valls, il y avait une conception ferme de la laïcité qui différenciait le socialisme français de ses homologues européennes. Est-ce qu'avec la défaite de Valls, le PS va devenir un peu semblable au parti travailliste britannique, un peu communautariste, plus libéral sur les questions de société, et la laïcité sera abandonnée aux autres formations? Je ne crois pas. Je crois en fait qu'on avait affaire à une guerre de position dans un jeu où il s'agit de se définir les uns par rapport aux autres, mais la base massive du Parti socialiste reste, me semble-t-il, très classique dans son attachement à la laïcité. Je pense d'ailleurs que Valls en a beaucoup trop fait sur ce plan, en réveillant ce qui est son handicap, c'est une image d'autoritarisme, pas toujours très bien conduit à bon escient. Mais on ne jettera pas le bébé de la laïcité avec l'eau du bain autoritaire. Je ne le crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Si on écoute Hamon, il dit toute la loi de 1905... et rien que la loi. Donc bon, ça c'est la base commune. Et cette discussion est très intéressante, elle a des racines philosophiques quasiment. Mais les propositions en matière de laïcité, c'est les mêmes. Hamon, il a proposé, je sais pas, d'autoriser le voile dans les salles de classe, non. Est-ce qu'il a proposé de libéraliser tout d'un coup, je sais pas, que les femmes dans les piscines, il n'y en ait pas, ou il y en ait, etc. Il n'a proposé rien du tout, sinon d'appliquer la laïcité. Et Valls, pareil. Valls n'a pas demandé à ce qu'on interdise le voile à l'université, par exemple, ce qui aurait pu être un marqueur. Il avait dit qu'il l'aurait bien demandé, mais c'était compliqué. Oui, mais il a changé d'avis parce qu'il s'est dit que c'est pas constitutionnel. Anne Rosenchère, vous qui êtes très personnellement attaché à la laïcité, vous avez l'impression qu'elle est partie avec la défaite de Valls? Non, mais je pense que sur la laïcité, tout le monde est d'accord. La vérité, c'est que le vrai débat qui va animer encore pendant longtemps la gauche, mais même tout le pays, ce sera le choix de notre modèle. Multiculturalisme versus assimilationnisme, on va dire, même si désormais c'est un gros mot, avec plein de petites nuances. Et ce sera dans ces petites nuances et dans ces compromis-là qu'on verra quel modèle on choisit. À suivre. Merci à tous les trois dans un instant.